Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je pensais naïvement que toute la queue qui était devant cette salle était pour voir un film. Et non, vous êtes venus pour Claire, qui est là. Et donc, c'est essentiel. Elle va se présenter, ensuite je me présenterai, puis je commencerai l'exposé. Bonjour, alors oui, nous on croyait que c'était une rencontre assez intimiste avec les élus, donc voilà. Donc Claire Delphos, je suis géographe ruraliste, donc je dirige à l'Université Lyon 2, je dirige un laboratoire de recherche qui s'appelle le Laboratoire d'études rurales, qui est un laboratoire pluridisciplinaire qui compte des historiens, des géographes et qui a une double tutelle, Université Lyon 2 et ISARA, Institut supérieur agricole. Et les enseignants-chercheurs en sciences sociales de l'ISARA font partie de notre laboratoire, qui est depuis 2024 aussi associé à l'INRAE. Très bien, donc moi je m'appelle Thierry Pacaud, je suis philosophe et essayiste. J'ai été grand témoin du FIG. Je ne me souviens plus trop quand, en 2018 je crois. Et je suis professeur émérite des universités. Émérite en français ça veut dire vieux. Et donc, mais ça veut dire aussi que j'ai un petit peu de lecture d'avance par rapport à d'autres. Alors, ville-campagne, c'est un vrai sujet magnifique, mais qui est un peu biaisé dans le cas français, parce que le mot ville vient du latin villa, qui désigne un domaine agricole. Donc déjà, dans notre langue, la ville est tributaire et marquée par l'activité agricole. Historiquement parlant, si on fait la généalogie de ce truc bizarre qu'on appelle la ville, eh bien ça apparaît 3500 ans avant Jésus-Christ, dans des vallées fluviales, là où l'agriculture commence à se manifester. Donc il y a une relation immédiate, consubstantielle entre la naissance de ce qu'on appellera des villes et puis ce qu'on appelle l'agriculture et le monde rural. Alors, dans le cas français, parce que là je saute des siècles, parce que sinon on a qu'une heure, bon, je saute des millénaires même, on a un cas de figure tout à fait différent avec ce qu'on appelait la révolution industrielle, expression maintenant qui est condamnée par les historiens, donc on ne l'utilise plus jamais, mais qu'on appelle plutôt la mécanisation des activités productives ou le productivisme. En gros, c'est la fin du XVIIIe siècle. Et là, effectivement, les campagnes et les villes vont ne plus être subordonnées les unes aux autres, mais en rivalité ou parfois en coopération. Mais il y aura deux mondes. On parlera du monde rural et du monde urbain. Et puis, progressivement, l'urbain, alors c'est la thèse que je développe, et donc Claire réagira tout à l'heure, bien sûr. Et donc, pour moi, l'urbain, c'est quelque chose qui vient résoudre l'opposition ville-campagne en créant un troisième terme qui est une autre réalité. Et donc, je considère que ce qu'on appelle le monde rural n'existe plus en tant que spécificité culturelle et organisationnelle de la vie collective, et que dans les campagnes, dans ce qu'on appelle encore des campagnes, eh bien, il y a beaucoup d'urbains qui sont là, qui résident là, ce qui explique aussi que beaucoup de petits villages ou de petites villes sont devenus dortoirs, et que la population qui y réside, eh bien, ont un mode de vie urbain. Et donc sont aussi exigeants par rapport à la municipalité, par exemple, pour avoir les mêmes qualités que ce qu'on peut disposer en étant dans ce qu'on appelle une ville. Alors, j'ai essayé de comprendre ce que voulait dire une ville dans notre histoire, et j'ai donc écrit un livre là-dessus qui s'appelle « Mesures et démesures des villes », où je raconte un débat qui dure un siècle pour définir ce qu'est une ville. Et cette définition statistique de la ville a été homologuée, j'allais dire, en 1846. Et on considère à ce moment-là, mais la France est rurale, ne l'oublions pas, on considère qu'une ville est un regroupement de 2000 habitants au moins, dont aucun n'est éloigné de l'autre de plus de 200 mètres. Alors c'est un point très important parce que ça veut dire que la ville de 2000 habitants offre une telle diversité de métiers, d'activités, etc., qu'on y trouve tout.
ce dont on a besoin. Vous voyez, alors ça a considérablement changé parce qu'on n'est plus dans... moi, j'habite dans une petit bourg à côté d'Étretat, en Normandie. Bon, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de service public, il n'y a rien. Et même s'il y avait 2000 habitants, il n'y aurait pas du tout ça. Il faut prendre sa bagnole et aller ailleurs. Donc on voit bien que cette relation entre ce qu'on appelait ville et campagne a été profondément perturbée. Et ceci, pour moi, à l'échelle planétaire. Je ne peux pas concevoir une réflexion sur Saint-Dié-des-Vosges ou sur Strasbourg, et puis toutes les formes d'urbanisation entre ces deux régions, sans réfléchir à ce processus qui est planétaire et qui est inédit dans l'histoire de l'humanité. Pour la première fois de l'histoire de l'humanité, non seulement on est 8 milliards, mais on est 8 milliards d'urbains. Mais ces 8 milliards d'urbains ne sont pas 8 milliards de citadins. Donc là, on va voir qu'il y a des différences fondamentales. Alors, très rapidement, parce que moi, je travaille plutôt sur la géohistoire des idées, il y a un ouvrage qui m'a marqué, je ne sais pas si pareil pour Claire, c'est l'ouvrage de Placide Rambaud. Placide Rambaud est un anthropologue, enfin c'est un dominicain, enfin bon, peu importe, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais qui va réfléchir à la manière dont les campagnes vont être urbanisées par des activités comme l'école, le catalogue de vente par correspondance, les sports d'hiver, c'est-à-dire des activités qui font venir les idées et les modes de vie des citadins dans les campagnes. Et tout ça, ce sont des véritables révolutions. Pour les plus anciens présents dans la salle, le catalogue de la Redoute, par exemple, c'est de la ville qui vient dans la campagne. Ça transforme vraiment notre manière d'être, notre vaisselle, notre mobilier, etc., nos vêtements, y compris dans les couleurs. Bon, tout ça ensuite va être témoigné et documenté par Depardon, par exemple, mais indépendamment de ça, on voit qu'il y a des lignes de force comme ça qui se généralisent. Et en même temps, à l'échelle planétaire, ce qui faisait la qualité des villes est en voie de disparition. J'étais récemment à Marseille, 1550 voies privées. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Ça veut dire que tout d'un coup, là, on n'est plus dans ce discours ambiant, l'être ensemble, faire société. Non, on est dans des territoires fragmentés, divisés, avec le produit immobilier le plus puissant au monde, qui est la gated community, c'est-à-dire l'enclave résidentielle sécurisée. Alors, il faut en prendre conscience, parce que sinon, on a une vision un peu bucolique des petites villes agréables et des campagnes qui sont charmantes. Et comme vous le savez, on nous montre aussi à quel point les campagnes, qui sont encore agricoles, celles qui sont encore agricoles, eh bien, sont aussi victimes de pollutions chimiques terribles, qui vont jouer contre la diversité de la biologie. Donc tout ça est excessivement important. Alors pour moi, réfléchir sur ville-campagne, ça m'oblige à repenser la territorialité et la temporalité de nos existences, sur lesquelles je vais revenir, Claire. Merci. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire et à réagir. Pour moi, tout n'est pas urbain. Même si on dit que on est dans une civilisation urbaine, avec des modes de vie, en fait, vivre dans un espace de faible densité relative, c'est pas la même chose que vivre dans un centre-ville. Et notamment, ce qui va distinguer, c'est les enjeux de mobilité, d'accès aux services, par exemple, et qui font que les modes de vie ne sont pas tout à fait les mêmes. Et puis, aujourd'hui, vous avez dit que beaucoup d'urbains vivent à la campagne. On a des mouvements qui vont vers la campagne, certains de résidentialisation, et aujourd'hui aussi des mouvements où on va s'installer pour vivre en créant son emploi. Et en allant chercher à la campagne quelque chose qui est différent de la ville, c'est-à-dire pouvoir faire son jardin, pouvoir s'alimenter, pouvoir justement peut-être vivre autrement dans une relation au vivant. Attention, je ne dis pas que c'est un mode de vie, un modèle, mais c'est pour vous dire que pour moi, il y a des différences. Et quand on a parlé d'urbanisation, Placide Rambaud, dans les années 60 et 70, c'est justement l'idée qu'on était en plein dans la modernisation, dans la volonté de moderniser, et que la modernisation était en ville.
Et on parlait d'urbanisation, c'est-à-dire ce qui est moderne est urbain et va aller dans les campagnes. On est dans les années 60 aussi dans ce qu'on a appelé l'agricolisation des campagnes, c'est-à-dire une diminution des métiers autres que l'agriculture. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, dans les campagnes, il y a aussi de l'emploi industriel. On parle d'ailleurs de campagnes industrielles pour certaines. Il y a beaucoup d'emplois tertiaires et que l'agriculture ne représente plus grand-chose en termes d'emploi. Voilà, donc je voulais ajouter ça. Et dans la définition aujourd'hui du côté des ruralistes, les 2000 habitants agglomérés, ça c'est resté dans... On avait une définition du rural qui était une définition négative. Et rural, ce qui n'est pas urbain. Et ça s'est accentué avec les zonages en zone en aire urbaine, et qui, depuis 2 ans, on a un nouveau découpage du territoire national qui prend plus en compte la spécificité des espaces ruraux et donc les densités. Et on a une définition qui est liée à la densité, à un carroyage en densité. Ce qui fait que, du coup, on se rend compte qu'un peu plus de 30% de la population française vit dans des espaces de faible densité, et de faible densité relative par rapport à la ville, et que ça suppose aussi des aménagements, des politiques publiques différentes sur l'accès aux services, les mobilités, etc. Des mobilités dont on parle beaucoup, puisqu'aujourd'hui, on a des politiques qui veulent réduire l'usage de la voiture. Et qu'en milieu rural, du coup, je n'avais pas préparé, j'aurais pu vous passer des choses sur le fait que 85% des ruraux interrogés, 95 pardon, expliquent qu'ils n'ont pas de choix en termes de déplacement et qui sont obligés de prendre la voiture, ce qui est complètement différent dans des espaces urbains, par exemple. Voilà. Donc moi, ce que je voulais dire, en tant que ruraliste aussi, c'est le fait qu'on a beaucoup pensé, puisque là, on est sur les 5 ans d'un contrat de réciprocité, on a beaucoup pensé, du coup, les politiques, avec l'idée de la ville et le centre, la métropole, hein, pas n'importe quelle ville. Les métropoles sont les lieux de l'innovation, des centres, et qu'on va avoir une politique de ruissellement qui va aller jusqu'au territoire. Et on a souvent pensé centre-périphérie. Et aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que l'innovation, elle a toujours existé aussi en milieu rural, mais on la montrait pas. Qu'aujourd'hui, on montre aussi que dans les territoires ruraux, il y a des innovations face aux enjeux de transition, notamment de réflexion sur le lien vivant, le vivre ensemble, par exemple, et que l'image des territoires ruraux a quand même fortement changé. Alors vous allez me dire, oui, mais pas dans tous les territoires. Il reste des territoires ruraux avec des difficultés en termes d'emploi et de mobilité sociale. Moi, ce sur quoi je voulais revenir avec vous, c'est justement ces liens de coopération entre les villes et les campagnes. Et ces liens, je pourrais les décliner en lien justement avec les enjeux du contrat de réciprocité, autour de la question aujourd'hui, qui est une question fondamentale, qui est l'alimentation, puisqu'on parle beaucoup de relocalisation de l'alimentation, de réflexion des métropoles sur leur approvisionnement alimentaire et la sécurisation de leur approvisionnement alimentaire. Et cela ne peut pas se penser seulement à l'échelle de la métropole, cela ne peut se penser dans la coopération avec des territoires ruraux. Autour des projets alimentaires territoriaux, où on a par exemple des projets alimentaires territoriaux qui sont des interprojets alimentaires territoriaux. Je pense à Grenoble avec toute une série, les parcs naturels régionaux autour et d'autres intercommunalités. Ce lien à l'alimentation, c'est aussi Strasbourg ou des grandes métropoles, je pense à Lyon, jouent sur son rôle de capitale de la gastronomie. Mais ces produits de terroir, parce que je viens de faire une conférence sur les produits de terroir, viennent des campagnes environnantes. Et c'est la ville qui joue sur la gastronomie à partir de produits qui sont aussi liés à ces territoires. Et puis,
quand on parle je suis un petit peu longue, de relocalisation de l'alimentation, moi, en tant que ruraliste, je me pose aussi des questions. C'est-à-dire, oui, bien sûr, on peut parler d'autonomie alimentaire de la métropole de Lyon en lien avec les communautés de communes voisines. Mais comment penser le développement de la Lozère, où on a très peu d'habitants, où on a une agriculture qui est liée à l'élevage, et un territoire dont le territoire rural, est lié aussi au devenir de l'agriculture. Donc comment aussi on peut penser ces complémentarités, pas forcément à côté, mais un petit peu plus loin, en jouant sur les jeux d'échelle, comme vous l'avez dit. Après, on pourra rediscuter. Moi, je voyais aussi, d'après votre contrat de réciprocité, le lien au loisir et donc des formes des espaces ruraux qui sont nécessaires pour les citadins. Moi, je pensais plutôt aussi, parce que j'ai beaucoup travaillé sur les questions d'alimentation et aussi de culture en milieu rural. Et aujourd'hui, on a beaucoup aussi parlé de désert culturel, mais vous êtes tous au courant, surtout les élus du printemps de la ruralité, qui a bien montré qu'on était loin des déserts culturels dans les territoires ruraux. Et qu'en termes aussi de culture, on a des formes d'innovation importantes en milieu rural. C'est en milieu rural qu'on a redécouvert le conte, qu'on a redécouvert l'itinérance, qu'on a redécouvert les marionnettes, pour justement faire face à des handicaps qui sont devenus des formes de spécificité qui sont aujourd'hui valorisées. Itinérance, nouvelles formes, le fait de ne pas franchir un seuil pour aller dans un grand équipement culturel, mixer les disciplines culturelles, etc. Voilà, je pourrais développer si vous voulez, mais je ne vais pas monopoliser la parole. Alors, oui, je ne suis pas d'accord avec toutes ces réflexions. Je reviens à l'échelle planétaire. Donc, on parle d'urban sprawl aux États-Unis, on parle de Schoenstatt en Allemagne, on parle de città diffusa en Italie. Donc, on voit bien que c'est un phénomène qui est commun à la planète, cette idée que les regroupements humains ne sont plus comme auparavant dans des villes avec une hiérarchisation. Claire a mentionné à juste titre quelque chose qui a été impulsé par l'État centralisé et sa technocratie, celle de la modernisation de la France avec la Ve République. On va progressivement revisiter cette Ve République et le gaullisme en réfléchissant sur sa planification, sur ses villes nouvelles, sur son réseau autoroutier, etc., qu'on avait pris comme étant des bienfaits. Et aujourd'hui, on mesure à quel point ces prises de position qui ont marqué profondément la configuration territoriale sont discutables, à commencer par le mot lui-même d'aménagement du territoire. J'en ai fait l'historique et je milite activement pour qu'on n'utilise plus ce terme d'aménagement, mais qu'on parle de ménagement, un vieux verbe français qui vient du verbe manoir, qui veut dire prendre soin. Et donc prendre soin de quoi? Des lieux, des gens, des choses. Et ça, pour moi, c'est décisif. Et donc, ça ne peut pas être une politique nationale impulsée d'en haut. Alors là, il nous faut donc repenser le découpage territorial. Et donc, sans forcément supprimer les métropoles, sans forcément décroître les très grandes villes, mais jouer sur des combinaisons territoriales différentes que l'école territorialiste italienne, par exemple, d'Alberto Magnaghi, appelle la biorégion urbaine. Alors, c'est une possibilité, mais bon, c'est pas non plus la panacée, mais il est certain que mobiliser les citoyens et non pas les citadins seulement, ça veut dire aussi imaginer de nouvelles pratiques politiques. Bon, aux élections municipales de la fin du siècle dernier, j'avais publié une tribune dans Libération appelant chacun à pouvoir voter dans 3 endroits différents. Là où il habitait, ce que j'appelais la démocratie du sommeil, la ville qu'il aimait bien, et puis peut-être la ville de ses vacances. Bon. Donc moi, je voulais voter pour trois maires différents. Bon, j'ai convaincu personne. Bon, mais je demeure persuadé que c'est important, parce que notre manière de mobiliser, notre propre manière d'être, c'est de pouvoir agir, évidemment, sur nos territorialités, et non pas simplement sur celles qui figurent sur notre passeport ou notre carte d'identité, c'est-à-dire notre adresse. Bon,
Pourquoi? Parce que notre géographie affective a profondément changé depuis une trentaine d'années, non seulement à cause du numérique, mais parce que dans nos modes de vie, dans nos métiers, etc., on a là quelque chose qui n'est plus dans la continuité géographique, mais dans la discontinuité. Peut-être que mes amis, en qui j'ai le plus confiance, sont à 6000 km de là. Donc ma géographie affective, elle va enjamber le territoire physique pour atteindre quelque chose d'autre, mais qui, pour moi, est aussi important. Alors, on est dans ces configurations-là qui sont tout à fait autres, bien sûr. Et puis, dans notre imaginaire, parce que je crois profondément que l'être humain, il est topophile. C'est-à-dire que nous entretenons une amitié avec les lieux. Et les lieux font de nous ce qu'on est. Et donc ça, c'est excessivement important de pouvoir avoir cette dimension-là, même si je suis un Lyonnais, un Strasbourgeois ou un Parisien dans ce que Claire appelle des lieux de forte densité. Peut-être que je vis cette forte densité à partir de mes souvenirs d'enfance dans un village. Donc, c'est pas... Je me méfie beaucoup des statistiques et des chiffres. Je crois que ça sert pas à grand-chose. Je dis pas ça parce que je suis philosophe, mais par la philosophie, je pose plutôt toujours la question de l'être. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Et donc, c'est cette question-là qui me taraude. Pourquoi je suis content d'être là, à Saint-Dié-des-Vosges? Pourquoi? Quelqu'un d'autre pourra trouver ce lieu laid, pauvre, sans intérêt. Oui, c'est maladroit, j'aurais dû prendre une autre ville, mais bon, mais là on est entre nous. Bon, et puis tout d'un coup, exalté au contraire d'autres formes. Hier, je parlais avec je suis allé dans un CE1, ça m'a rajeuni. Bon, et je leur ai dit aux enfants, vous savez, je suis pas beaucoup plus vieux, je suis en CM2, mais enfin, ils m'ont pas cru. Mais je les ai questionnés sur la faune et la flore locale. Et je me suis à quel point aperçu qu'ils avaient plein d'idées. Bon, évidemment, il y en a qui exagéraient un peu, ils avaient vu des kangourous, des lions. Bon, mais les autres, non. Il y avait des poules, il y avait des vaches, il y avait des... Et là, tout d'un coup, je me suis aperçu qu'on se fabrique à partir de là où on se trouve. C'est pour ça que tous ces discours qu'il y a régulièrement sur l'attractivité des territoires ou sur la valorisation ou la dévalorisation des territoires, ça ne m'intéresse pas trop parce qu'on est à l'aune de généralité. Et moi, je suis de plus en plus partisan de la règle de la trinité vertueuse qui est le cas par cas, le sur-mesure et le faire avec les habitants et le vivant. Alors, pour prendre la question de l'alimentation, que Claire a évoquée, qui est très importante. C'est excessivement difficile. Nous le savons par les statistiques. Alors, moi qui n'aime pas les chiffres, vous en donne comme un main, mais qu'il faut prendre uniquement à la louche. On prétend que les villes de plus de 100 000 habitants en France, donc il n'y en a pas tant que ça non plus, satisfont à 2% la consommation alimentaire de leur population, à 2% à proximité de la ville, j'entends. Hein. Bon, donc zone de gouvernance administrative. Donc, pour le dire autrement, nous mangeons du pétrole. C'est tout ce qu'on consomme. On consomme du pétrole. D'abord, le pétrole indispensable aux tracteurs pour produire, et puis pour ensuite acheminer ces biens qui viennent d'ailleurs. Un yaourt, c'est 8000 km. Bon, ce matin, à l'hôtel, je ne donne pas son nom, devant moi, il y avait un monsieur qui a pris un verre de... Il a mis un peu de jus de pomme, et dans le même verre, un peu de jus d'orange. Oh, j'ai rien pris du tout. Ça me semblait bizarre. Bon. Et là, je me suis dit, comment on va faire si chacun compose ses menus d'une manière aussi exubérante? Et donc, ça veut dire qu'il faut commencer, je crois, par la restauration d'entreprises, de groupes, par l'école, évidemment, la cantine scolaire, qu'il faut passer bio, etc. Et donc, réactiver, réorienter toute une production locale. Mais en même temps, vous voyez, ça va à l'encontre de nos habitudes alimentaires et de nos désirs. Moi, je vois très bien des gens qui vont me dire ah oui, mais moi, je prends un jus de pamplemousse tous les matins. Oui, mais si tu prends un jus de pomme, il est produit localement. Ah oui, mais ça, je m'en fous. Moi, je préfère le pamplemousse. Bon, donc, on est là dans quelque chose, vous voyez, qui est excessivement difficile parce que notre rapport à l'alimentation n'est pas simplement de consommer des calories, heureusement. Il y a un plaisir. Carlo Petrini, non, à vous. Bon, moi, ce sur quoi je voulais revenir aussi un petit peu, je reviens sur les idées de coopération, etc.
sur ce que vous avez dit de ménagement du territoire et du rôle local. Je suis entièrement d'accord, mais moi je pense que justement dans ces enjeux de contrat de réciprocité entre l'urbain, enfin entre les métropoles par exemple, et les territoires ruraux, donc les communautés de communes notamment par exemple, ou les petites communes, pour moi il y a un enjeu fort qui est une différence encore, on va dire, qui est celle pas seulement des moyens financiers, mais plutôt des moyens humains et de l'ingénierie. Et nous, on a fait pas mal de travaux. Notre laboratoire, notre spécificité, c'est de faire de la recherche-action. Donc on travaille beaucoup avec les acteurs, les élus, etc., ne serait-ce qu'en formant nos étudiants dans des masters pro de toute façon. Et du coup, ce que l'on voit, c'est qu'il y a des différences très fortes en termes d'ingénierie territoriale et de possibilités de faire par les hommes. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui est important. Et ménager les territoires, c'est aussi pouvoir donner à des territoires de l'ingénierie pour justement... alors, développer, c'est un mot aujourd'hui qu'on ne veut plus, mais en tout cas pour ménager le territoire et répondre aux besoins des habitants. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est important, me semble-t-il. Et dans les coopérations, eh bien, c'est aussi des éléments qu'on pourrait prendre en compte dans la formation à l'ingénierie, dans donner des moyens humains. Et justement, le ménagement, c'est aussi donner des moyens humains pour faire de l'animation. Et je reviens à l'humain. Aujourd'hui, dans les politiques d'aménagement ou les politiques dites de développement, on est surtout dans des politiques qui financent des investissements et qui financent peu des enjeux d'ingénierie. Et en fait, ce dont on a besoin pour répondre à ce que vous dites en termes d'alimentation, de liens vivants, du vivre ensemble, c'est justement du lien et de l'animation. Voilà, c'était là-dessus que je voulais dire. Et puis sur la question des réciprocités et penser aussi entre une grande métropole et des territoires ruraux, sur les besoins des uns et des autres et ce que les autres peuvent apporter. Moi, j'ai vu que dans votre contrat, il y avait la voie ferrée, donc ces enjeux justement de mobilité et de liens qui ne sont pas que pour des mouvements de domicile-travail, mais qui sont aussi pour les loisirs et pour aller de Strasbourg au massif des Vosges pour faire du tourisme sans prendre sa voiture, par exemple. Aujourd'hui, on parle de tourisme durable, de tourisme doux, etc. De mobilité douce aussi en termes de tourisme. Donc il y a ces enjeux-là. Et puis je pense aussi à une question qui a été réfléchie un peu autour de la métropole de Lyon sur la question des étudiants. On a eu un mouvement de concentration des universités et des étudiants, avec aujourd'hui des grosses difficultés en matière de logement des étudiants dans certaines métropoles, en particulier à Lyon, et une réflexion sur comment travailler aussi avec les villes moyennes, puisque là, le contrat de réciprocité, il est aussi avec l'agglomération de Saint-Dié, sur ces questions d'étudiants et de dynamique universitaire, pour faire en sorte que, voilà, moi j'habite Bourg-en-Bresse, je vous raconte aussi ma vie, une heure, à peu près 1h10 de la métropole de Lyon. À Lyon, l'université Lyon 2, c'est à 50 minutes de tram de la gare. Si on a des étudiants qui habitent dans les communes rurales autour de Bourg-en-Bresse, ils veulent devoir aller à Bourg-en-Bresse, prendre le train, plus prendre 50 minutes de tram pour aller à Lyon 2, s'ils ne logent pas sur place. Donc on a aussi des discriminations sociales autour de ça, et on a des étudiants qui font le trajet, et certains qui renoncent dans certaines communes à faire les études pour ces enjeux financiers. Donc, penser aussi ces coopérations, c'est aussi penser entre la métropole, la ville moyenne, et de la ville moyenne avec les espaces ruraux autour de la métropole. Voilà. Alors, vous voyez, vous allez dire que je joue sur les mots. Oui. Il y a des termes que je n'utilise plus. Mais Claire ne va pas m'en vouloir.
c'est moyenne. Moi, quand j'étais petit, je n'avais pas la moyenne, je me faisais engueuler. Bon, je n'ai pas envie d'être dans une ville moyenne. Ça n'a rien de glorieux. Je suis dans une ville. Elle est petite, elle est médiane, on dit maintenant. C'est pourquoi pas. Bon, intermédiaire. Bon. Mais il faut sortir de cette hiérarchisation-là qui pèse lourd hein, sur les imaginaires et sur la manière dont les gens vivent dans leur propre agglomération. Alors ça, c'est un premier point important. J'ai parlé du ménagement plutôt que l'aménagement, mais il y a encore d'autres termes. Par exemple, je suis intimement persuadé qu'il nous faut beaucoup plus accorder leur place aux enfants dans la ville. Je les ai appelés les grands oubliés de l'architecture et de l'urbanisme. Je circule dans Saint-Dié depuis 2 jours. À part la classe où j'étais hier, je n'ai pas vu beaucoup d'enfants jouer dehors. Bon, là où je réside, c'est pareil, j'en vois jamais. Et avant, j'étais à Paris, j'en voyais pas non plus. Donc, j'étais d'accord avec un pédagogue italien, Francesco Tenucci, qui disait que dans une ville, s'il n'y a pas d'enfants dans les rues, c'est que les rues ont été mal préparées. C'est que les espaces publics ne correspondent pas aux attentes des enfants. Et donc, il faut que les enfants puissent découvrir le milieu dans lequel ils vivent. Et c'est en étudiant leur milieu de vie qu'ils vont le transformer, l'embellir, l'améliorer, etc. J'en suis intimement persuadé. C'est pour ça que je crois que l'école élémentaire doit disparaître et qu'on doit lui substituer l'école élémentale, c'est-à-dire celle qui repose sur l'étude des 4 éléments, la terre, l'air, l'eau et le feu, qui sont contradictoires en eux-mêmes, ce qui fait que l'enfant, sans le savoir, sans avoir un cours de philosophie, il découvre la dialectique des choses. Bon, j'ai envoyé une lettre pour expliquer ça à Jean-Michel Blanquer. Il ne m'a jamais répondu. Et depuis, vous avez vu, il n'est plus là. Bon. Comme quoi, il aurait dû m'écouter. Et l'école élémentale, non, ça veut tout simplement dire qu'il faudrait qu'il y ait une maison de la connaissance plutôt qu'une école. N'oubliez pas qu'école, ça vient du grec skolé, qui signifie le temps pour rien d'autre que la connaissance de soi et d'autrui, ce qui n'est pas le cas de l'école actuelle, évidemment. Alors, la maison de la connaissance, il faut une maison des territoires et des temporalités. J'insiste lourdement là-dessus parce que je pense que l'être humain, et Claire l'a très bien dit en parlant du lien, l'être humain, il est relationnel. Nous passons notre vie, et ça tous les philosophes s'accordent, nous passons notre vie à nous lier, à nous délier et à nous relier. Ça, c'est fondamental. Mais l'être humain, il est aussi sensoriel. Alors là, c'est là où l'école élémentale joue, parce qu'on stimule peu nos 5 sens dans les villes. Et dans les campagnes, c'est pareil. Puis, l'être humain, il est aussi situationnel, c'est-à-dire qu'il est de quelque part. Alors pour ça, il faut qu'il puisse avoir sa place. Et dans nos sociétés du déplacement généralisé, quand on stationne quelque part, on gêne. Donc il faut qu'on soit dans le mouvement. Alors ça, je crois qu'on est en train de changer ça, parce qu'on a besoin justement, à un moment donné, de faire une pause. Et on fait une pause dans ce qu'on appelle maintenant des espaces publics. Alors, je voudrais juste faire cette remarque, c'est que le mot espace public, entendu comme les rues, les parcs, les jardins, les parvis, les places, etc., c'est un terme qui date de 1986 dans la langue française. La même année que le mot biodiversité. Vous voyez, donc c'est des termes très récents. Alors peut-être qu'il nous faut regarder quels étaient les termes qu'on utilisait avant pour parler d'une vie de village, une vie de petite ville, etc. Et je crois que ce rapport au vocabulaire est quelque chose de fondamental. Et donc pour moi, il n'y a pas de territoire sans ces temporalités. Si j'observe des enfants qui jouent, quand ils jouent, l'heure ne compte pas. Alors pourtant, vous avez des spécialistes de la pédagogie cognitive qui vous disent qu'il faut que les activités à l'école changent toutes les 6 minutes. Sinon, l'enfant s'ennuie. Et je me dis, mais ils n'ont jamais été joués. Quand on joue, il n'y a plus d'heure. Et les parents disent, rentrez, c'est l'heure. L'heure de quoi? Non, non. Et le jeu, c'est quoi, un jeu? Le jeu, c'est l'épanouissement de chacun qui s'auto-découvre. Un enfant n'apprend que quand il éprouve quelque chose. Et nous, on lui fait croire qu'il va apprendre ce que l'adulte a comme expérience. L'adulte croit qu'il va transmettre une expérience. Il y en a un qui croit ça.
Moi, j'ai vu, j'en ai discuté avec des futurs profs, ils pensent qu'ils vont transmettre quelque chose. On ne transmet rien. C'est ça qu'il faut savoir. L'expérience est un peigne pour un chauve, dit un adage chinois. Claire. Alors, moi, je vais revenir sur les enjeux des mots, du vocabulaire. Par exemple, alors, ville moyenne, c'est une catégorie d'aménagement, voilà, et qui d'ailleurs, suivant l'INSEE, suivant les régions, suivant si on se place à l'échelle nationale, etc., ville moyenne ou petite ville, c'est pas les mêmes catégories. Donc voilà, c'est. Moi, je voulais revenir sur le rôle un peu stigmatisant de mots. Et je voudrais revenir sur l'idée du désert, parce que je reviens sur mon côté ruraliste revendicatrice. Et le fait d'accoler le mot désert souvent au milieu rural, pour des zones de faible densité, et c'est pour ça que je préfère densité, ça veut dire qu'il n'y a personne qui vit. Or, ce n'est pas du tout le cas. Il y a des personnes qui vivent, qui y travaillent, voilà. Et de la même façon, ces zones, elles sont aussi visitées par des gens, des métropoles, etc. Donc déjà, moi, il y a des mots qui m'ennuient, qui me choquent. Et puis, je vais vous donner un autre exemple, c'est celui de la diagonale du vide. Vous savez, on en parle tout le temps, la belle diagonale du vide. Il y a eu une revue en ligne qui a interrogé des adolescents du rural qui ont expliqué leur vie, etc. Donc la question de la mobilité, on disait tout à l'heure, j'y reviens, ils disent qu'ils passent leur vie dans la voiture. Donc c'est pas du tout la même chose quand vous habitez en ville. Un ado va pas vous dire la même chose. Ma mère, c'est le taxi. La voiture, on lui a donné un nom. Etc., etc. Donc ça, déjà, c'est important. Et puis, je reviens à Diagonale du Vide. Diagonale du Vide, il y a un enfant qui dit, bah voilà, moi, j'habite à la limite de la Diagonale du Vide. Alors, voilà, beaucoup de poésie. Alors, j'ai un pied dedans, un pied à côté. Est-ce que je vais tomber dans le vide ? Voilà, pour dire que c'est aussi des mots. Donc lui, il plaisante, il fait beaucoup d'humour autour de ça. Je crois que c'est un lycéen, c'est très très jeune, ou un collégien, je sais plus. Et puis des études qui ont été faites, par exemple, puisqu'aujourd'hui on parle de désert médical, mais aussi de désert vétérinaire, qui est aussi un enjeu très important pour des territoires comme le vôtre, entre autres, mais tous les territoires, parce que les vétérinaires, ils font aussi du contrôle sanitaire. Et on est en pleine crise ovine actuellement, par exemple. Donc, Diagonale du Vide, il y a une thèse qui a été soutenue sous la direction de Laurent Riotor à Clermont sur les vétérinaires et les déserts vétérinaires, l'installation des vétérinaires en milieu rural. Parce qu'il y a beaucoup de vétérinaires, mais pas pour le milieu rural, pour soigner des chiens, des chats, des lapins, mais plus difficilement aller s'installer en milieu rural, pour soigner les chats et les chiens des habitats du rural, mais aussi les vaches, etc. Mais les vétérinaires de Maison-Alfort, les jeunes, disent non, on ne va pas aller dans Lyon, parce que Lyon, c'est la diagonale du vide. Voilà. Donc, le pouvoir des mots, je vais vous le dire aussi, il est aussi là. Donc, pas d'attractivité, il ne faut pas penser attractivité, etc. Mais il faut penser image et dire, et attention aux mots qu'on utilise. Dans Lyon, oui, il y a autre chose, c'est pas la diagonale du vide, on vous offre autre chose, on vous offre d'autres modes de vie, d'autres façons, d'autres choses pour vous installer, vous, avec, en tant que vétérinaire, c'est la même chose sur les médecins, avec votre famille, vos enfants, et des collectivités territoriales s'organisent en faisant une sorte de conciergerie pour apporter tous les éléments de vie pour changer l'image aussi du territoire et dire qu'on a des choses à offrir. Alors le mot désert vient d'érème. L'érème, c'est le contraire d'écoumène. L'écoumène, c'est la terre peuplée chez Aristote. Et l'érème va donner ermitage, va donner ermite, etc. Et donc ça, il faut avoir ça en tête parce qu'il peut y avoir un aspect positif, évidemment, du désert. Wilderness en anglais, en américain plus précisément, ça désigne la solitude.
Alors, on traduit ça généralement par espace naturel ou sauvage. Bon, bah, c'est faux. C'est solitude. Les magnifiques textes de Chateaubriand sur les forêts américaines, quand ils sont traduits en américain, on traduit par son mot solitude par wilderness. Parce que à cette époque de Chateaubriand, on allait dans la solitude. Vous voyez, c'était pas simplement un comportement. Quelques minutes. Un comportement, c'est aussi le moyen de se retrouver avec soi-même. Donc vous voyez, c'est l'aspect paradoxal de nos situations. Claire mentionnait un étudiant qui habitait Bourg-en-Bresse et qui pourrait aller à Lyon, etc. Mais moi, je connais plein d'étudiants qui sont ravis de quitter leur famille, qui sont très très contents de ne plus être dépendants, qui sont ravis d'aller dans une autre ville. Moi, je le vois en tant qu'universitaire, je repérais tout de suite, dès la présentation, la première séance de l'année, où chaque étudiant se présentait, je savais qui avait été en Erasmus et qui n'y avait pas été. Erasmus, c'est un truc d'État européen pour aller étudier ailleurs. Et je suis persuadé, mais fondamentalement persuadé, que c'est pareil pour un agriculteur, un garagiste, un vétérinaire. Il faut toujours aller voir ailleurs. Qui veut parler? Non, il nous reste 10 minutes. Alors, il y a un micro. Merci beaucoup, madame. Je suis un élu d'une petite ville à côté de Strasbourg qui s'appelle Oberhausbergen. Et je souhaiterais savoir comment vous voyez la transition écologique. On parle d'écologique. Et dans ce cas-là, ne pensez-vous pas que le concept de ville et surtout de mégapole est totalement désuet et devrait être déconstruit au profit de la ruralité? Je vais laisser Claire sur le ruralisme, mais sur le mot transition, c'est un terme qu'on n'utilise plus. C'est dommage parce qu'il y a un ministère de la transition, etc. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, le mot transition voulait dire qu'on passait d'une source d'énergie à une autre. Et en fait, c'est cumulatif. C'est-à-dire qu'on ne quitte pas le charbon. Aujourd'hui, c'est quand même la source d'énergie la plus extraite au monde, en Chine et en Inde. Les voitures électriques que vous achetez sont remplies de charbon. Donc en fait, on ne passe pas de l'éolien au solaire. Non, on accumule. Alors, moi, je ne pensais pas ça. Hein, j'ai découvert ça avec d'autres auteurs qui m'ont convaincu qu'effectivement, on ne passe pas de l'âge du solaire à l'âge atomique. Les deux coexistent. Et donc, c'est ça la difficulté, c'est qu'on n'a pas une succession d'âges, on a un entremêlement de ces âges-là. Et dans des territoires qui sont différents les uns des autres. Donc, il nous faut penser non pas la transition, mais penser la métamorphose. C'est un autre mot qui est très beau, hein, métamorphose. C'est-à-dire, ou transformation, si vous voulez. Alors, maintenant, je crois que la ville n'est pas éternelle. Et les Nations Unies ont une officine qui s'appelle Habitat, qui est domiciliée à Nairobi, et qui, tous les 20 ans, fait un grand rassemblement mondial pour réfléchir sur le devenir urbain du monde. Et aujourd'hui, cette officine considère que le modèle à suivre, c'est la mégalopolisation à la chinoise, c'est-à-dire des villes plurimillionnaires. Je crois qu'ils se trompent fondamentalement. Mais c'est la tendance technocratique de la Banque mondiale aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on vous dit il faut faire des regroupements. Du reste, lorsque le gouvernement, le président Hollande a réduit le nombre de régions, ce qui pour moi était excessivement une mauvaise idée, c'était le premier volet d'une réforme. Le deuxième était la réduction des 35 000 communes à 7 000. Coup de bol, ça n'a pas eu lieu. Je pense que 35 000 communes, c'est très bien. Évidemment, avec peut-être d'autres prérogatives. Là-dessus, j'ai plein de choses à dire. Mais moi, autant pendant ces dernières années, on a opposé, disons que justement l'avenir, etc., était dans les métropoles. Et aujourd'hui,
même si moi, ça fait... je suis aussi enseignant-chercheur senior, on va dire. Et depuis longtemps, je me bats pour qu'on prenne en compte le rural, y compris à l'université, hein, qu'on garde des postes spécifiques de rural, qui ont beaucoup diminué ces dernières années, qui reviennent. Mais aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas non plus être aussi dire tout le monde doit habiter dans l'espace rural. Il y a de la place pour tout le monde, et justement, on est bien dans ces idées de réciprocité, de complémentarité entre les uns et les autres. Voilà, je fais une réponse de Normand là-dessus. Normand qui habite Bourg-en-Bresse, hein, je ne comprends plus rien. Bon, mais... C'est les multi-localisations, comme vous dites. Mais oui, non, mais je pense qu'on va vers ça. Alors, en même temps, l'image du rural se transforme. Par exemple, je reste sur mon exemple chinois de la Banque mondiale. Dans toute l'histoire de l'humanité, il y a eu jusqu'en 1800 4 villes millionnaires à leur apogée. Rome, Constantinople, Bagdad et Xi'an en Chine. 4. À partir du productivisme et de la révolution industrielle qu'on n'utilise plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on voit les villes multimillionnaires se multiplier. En 2030, c'est-à-dire demain, il y en aura 750, dont 150 rien qu'en Chine, qui auront en moyenne 6,5 millions d'habitants. Si je regarde la littérature romanesque chinoise contemporaine, le cinéma chinois contemporain, je vois qu'il y a déjà une contestation de cette grossitude métropolitaine et mégalopolitaine. Il y a une espèce d'apologie d'un retour à la nature, d'un retour au village. Et donc, vous voyez, il y a des mouvements qui sont inverses. Et il nous faut en prendre conscience. Parce que ceux qui nous dirigent, bien souvent, ils sont dans la direction, j'allais dire, de la Banque mondiale, etc. Il y a des livres qui sortent, qui vous démontrent que plus la ville est grosse, eh bien, plus vous avez de chances de vous intégrer, de trouver un boulot, de trouver l'âme sœur, etc., etc. C'est faux. Parce qu'on a aussi des contre-enquêtes qui nous montrent que les réseaux d'amitié, ce n'est pas simplement l'accroissement de la population. D'abord, entre nous soit dit, vous n'aurez jamais 2 milliards d'amis. Dans la lettre à Nicomaque, son fils, Aristote lui explique. Tu peux avoir toutes les richesses du monde, tous les diplômes, tout l'argent que tu veux. Tu peux réussir comme ça, quantitativement. Mais si tu n'as pas eu au moins un ami, tu as raté ta vie. Alors, pour revenir sur la Chine, rapidement, et puis vous redonner la parole, la Chine a longtemps copié, regardé comment se passaient les métropoles. Moi, j'y suis allée il y a 5 ans à peu près. Ils avaient organisé un colloque en invitant des chercheurs étrangers pour voir comment aménager, ou en tout cas repenser l'avenir de leur campagne. Donc un petit changement, et puis un autre changement aussi au niveau de la Banque mondiale, c'est qu'on commence à dire aussi qu'il faut maintenir des populations dans les territoires ruraux, revaloriser par exemple en Afrique, notamment l'agriculture, investir dans la formation, améliorer les égalités de genre, etc., pour freiner aussi cette urbanisation. Donc il y a quand même eu un changement après la crise de 2008, en particulier dans les instances internationales, et des réflexions, même si on ne va pas jusqu'au bout. En tout cas, moi je trouve que ça bouge, et même en Chine. Voilà. Mais après, on verra comment ça se traduira. Mais voilà. Ça joue même en Chine parce qu'il y a une contestation de cette direction de ville absolument gigantesque. Il y a une expression qui m'a toujours... J'ai essayé d'en faire l'historique, je n'ai pas réussi. Si quelqu'un est au courant, qui m'informe tout à l'heure, c'est la notion de taille humaine. Je trouve ça bizarre comme expression. Parce que nous sommes des humains. Donc après, il n'y a aucune raison qu'on ne fasse pas quelque chose qui soit notre mesure. Ben si, il a fallu qu'on invente la notion de taille humaine pour dire, ben non, ça c'est trop gros. Il y a trop d'écart entre ceux d'en bas et ceux d'en haut dans telle société industrielle, etc. Alors, il y a un homme que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle, enfin ça c'est une confidence personnelle, mais qui s'appelle Ivan Illich, et qui avait élaboré la loi de la contre-productivité. Il avait expliqué, en le calculant précisément, que l'école, l'hôpital, les transports, passé un certain seuil, se retournent
contre leurs principes fondateurs. Et ça, je crois qu'il a absolument raison. Donc c'est à nous d'essayer de voir quelle est la bonne taille de quelque chose. On le voit dans une classe. Une classe de 32 élèves, c'est pas possible d'enseigner une langue étrangère. C'est pas possible. Alors on peut dire, on fera ce qu'on pourra. Non, il faut des classes. Même hier, dans le CE1, j'ai bien vu que s'il y avait 8 élèves, 10 élèves, c'était bien, il ne fallait pas plus. Mais alors on va me dire, ah oui, mais ça coûte de l'argent. Oui, mais on est une société, on peut réfléchir à quelles sont les priorités. Pourquoi tous ceux qui payent des impôts et qui n'ont pas de voiture payent les autoroutes des autres? Non, mais je vais mettre beaucoup de gens à dos, j'arrête. Vous avez des questions? Bonjour. Tout au fond. Là-haut. Plus haut. Voilà. En fait, quand on vous entend discuter, on ressent un petit peu les clivages cordiaux entre philosophie et aménagement, entre ménagement et aménagement. 2 questions, enfin une pour chacun d'entre vous. Est-ce qu'on peut remettre du sensible pour faire le récit un peu qui est ressorti de ce dont vous parliez dans l'aménagement? Et inversement, est-ce qu'on peut faire de la philosophie du ménagement avec la réalité qui est, la réalité du territoire, la réalité financière, etc. Alors pour répondre, je figure l'aménagement, mais j'ai jamais dit qu'il y avait de l'aménagement sans sensible. J'ai parlé justement d'y mettre beaucoup d'humains et de justement parler, voir. Et pour moi, il n'y a aménagement ou ménagement que s'il y a justement beaucoup d'humains et du sensible et une prise en compte des besoins et pas des décisions qui tombent comme ça. C'est regarder quelles sont les pratiques, considérer quels sont les besoins justement, comment on vit là et qu'est-ce qu'on demande, de quoi on a besoin. Et vraiment, c'est pour ça que si je vous ai donné l'impression de penser aménagement sans sensible, non, au contraire. Alors moi, je pense que la notion de besoin est inutile. Je ne l'utilise jamais, c'est un mot toxique. Je préfère attention, désir. Le mot besoin, ça va entraîner une uniformisation des comportements et du monde. On va dire tous les individus sur Terre ont les mêmes besoins. Se vêtir, se loger, nourrir, tout ça c'est faux. Moi, j'ai absolument pas besoin de manger. J'ai besoin de partager. Tout à fait autre chose. C'est ça que Carlo Petrini, le fondateur de Slow Food, explique. Ce n'est pas une question de calories. Ivan Illich raconte cette anecdote. Il reçoit une étudiante. Et il était 4 heures de l'après-midi. Il lui dit voulez-vous un jus de pomme? Elle lui répond non, j'ai eu ma dose de sucre pour la journée. Vous vous rendez compte? C'est comme une écologiste l'autre jour, elle me parle de puits à carbone. Et je découvre qu'elle voulait me parler d'arbres. Je me suis dit, est-ce que je vote pour les écolos? C'est pas possible. Un arbre, vous vous rendez compte, un arbre? C'est une écorce, c'est des feuilles, c'est de l'ombre. Et là, tout d'un coup, c'est un puits à carbone. Alors là, c'est fini, quoi. On ne peut plus rien faire. Bon, même quand on est ruraliste. Je vous rassure, on ne parle pas de puits à carbone, on parle bien d'arbres végétales. Voilà. Non, alors, sensible, oui, bien sûr. La théorie des besoins est née avec le mouvement qu'on appelle les idéologues, d'Estude de Tracy, Volney, des gens comme ça. Et ça a entraîné l'idée très rationnelle que nous avions des besoins. Et pour répondre à ces besoins, il y avait des fonctions. D'où le fonctionnalisme, si vous voulez. Et moi, je pense qu'un être humain n'habite pas des mètres carrés. Parce que ça, c'est aussi l'idéologie de la théorie des besoins. Le T1, T2, T3, je voudrais bien savoir quel est l'abruti qui a inventé ça. Enfin bon, peu importe. Le T1, T2, T3, c'est 30 mètres carrés. Mais non, on s'en fout, c'est pas une question de mètres carrés. J'habite pas des mètres carrés, moi. J'habite un lieu qui est peuplé de rêves. Qu'est-ce qu'il nous dit, Bachelard? Une maison n'est pas un corps de logis, mais un corps de songe.
On a 2 minutes. Une minute pour qui? Non, voilà. Oui. Parlez fort, on vous entend. Allez-y, oui. De la région, ici, qui se plaignait un petit peu, nous autres, les ruraux, les déserts, etc. Et je lui ai dit, vous n'avez rien compris. Vous êtes l'avenir de Strasbourg. Vous êtes l'avenir de tous ceux qui, aujourd'hui, à Strasbourg, rêvent, alors c'est mon dada, d'avoir une maison individuelle qu'à Strasbourg, on ne leur offre plus. Rêvent d'avoir une sécurité que quelquefois dans la grande ville on ne leur offre plus, rêvent d'avoir des contacts humains que peut-être on ne leur offre plus. Et je disais au fond, aujourd'hui, Strasbourg est en train de vous offrir justement tous ceux dont on rêve, à savoir pouvoir demain avoir la maison individuelle, avoir le cadre de travail, etc. Et en plus, on vous les paye. C'est nous qui vous payons le rail qui vient chez vous. C'est nous qui vous payons un certain nombre de choses. C'est nous qui payons quand, avec le rail, vous irez travailler à Strasbourg, puisque le fonctionnement du train aujourd'hui est payé aux 3/4 par les contribuables, qui sont quand même plus strasbourgeois que ceux de la ruralité. Et donc, je voudrais juste dire aussi, est-ce que je me trompe? Est-ce que je leur ai fait un discours politique? Ou est-ce que c'est quelque part la tendance actuelle? Et je leur ai dit, Saint-Dié, c'est l'avenir de Strasbourg. Moi, je retirerais juste, quand vous dites maison individuelle, on s'en fout, c'est maison. D'accord. L'avenir, il est complètement justement dans ces idées de réciprocité, de penser ensemble et encore pour moi, j'insiste là-dessus, de bien penser égal et pas toujours centre-périphérie. Voilà. Pour moi, c'est important. Et il faut non seulement avoir une maison, mais quand on a une maison, on a un jardin. Et le jardin, c'est pas n'importe quoi. C'est par exemple des arbres. Et je disais aux enfants hier, il faut parler aux arbres. Alors ils ont rigolé parce que même tout petits, ils se sont dit et moi je me souviens une fois j'avais dit à un élu qui me disait comme ça après une conférence, oui j'ai un terrain vague dans la ville où il y a plein de bagnoles, c'est devenu un parking, je sais pas très bien ce qu'il faut que je fasse. Et je lui dis, demandez au terrain. Allez le voir et dit, terrain, que veux-tu? Il me dit, mais je vais me faire ridiculiser. Je lui dis, allez-y de nuit. Il faut penser comme un parking. C'est vrai. Merci à vous.